Bonjour à tous, je m'appelle Steven, je suis le responsable de la communication de la plateforme d'action Laudato Si. J'ai le plaisir de vous accueillir au nom de la plateforme pour ce webinaire intitulé Les prochaines années de Laudato Si, examen de la migration climatique et du changement à la base. Je vois que beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, mais je vous invite à vous présenter dans le chat en indiquant votre nom, votre pays et votre diocèse ou organisation. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore la plateforme, il s'agit d'une initiative du Dicaster du Vatican pour la promotion du développement humain intégral dont le mouvement Laudato Si est le partenaire opérationnel au niveau mondial. Nous nous réunissons aujourd'hui en cette période de transition après le décès du pape François et l'élection du pape Léon XIV. Et il nous semble important de reconnaître le cheminement continu de beaucoup d'entre vous. Inspiré par Laudato Si, encyclique du pape François sur la protection de notre maison commune, beaucoup d'entre vous se posent des questions profondes. Comment vivons-nous dans une relation juste avec la création? Et à quoi ressemble la responsabilité écologique dans nos vies, dans nos institutions et dans nos communautés? Cette réflexion a conduit des familles, des écoles, des paroisses, des congrégations religieuses, des hôpitaux et des entreprises et tant d'autres à entreprendre des mesures concrètes, des mesures fondées sur la foi, la justice et l'attention portée à la terre et aux autres. La plateforme d'action est là pour vous accompagner dans ce voyage et nous espérons que ce webinaire vous servira d'outil. Ce webinaire vous servira d'outil pour vous aider dans votre voyage. Un outil qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que le prochain chapitre de la Laudato Si s'écrit, est en train de s'écrire. Ce webinaire intervient alors que nous célébrons le 10e anniversaire de la Laudato Si et nous sommes invités à faire une pause, non seulement pour regarder en arrière, mais pour imaginer les 10 prochaines années et le type d'avenir que nous sommes en train de façonner ensemble dès maintenant. L'appel à l'écologie intégrale résonne encore de manière urgente, surtout lorsque nous voyons de plus en plus de vies déracinées par la sécheresse, les catastrophes, les lignes invisibles que nous appelons nos frontières. Et ces mouvements ne sont pas abstraits, ils sont visibles dans nos rues, dans la douleur et la résilience de ceux qui sont contraints de repartir à zéro. À côté de cela, des travailleurs, trop souvent invisibles, travaillent dans des conditions fragiles, tout en maintenant les fils de communautés entières. Et aujourd'hui, nous entendrons les voix des personnes qui travaillent en première ligne des déplacements climatiques. Et comme nous le rappelle sœur Alessandra Smerili, sous-secrétaire du Dicaster pour la promotion du développement humain, les périphéries ne sont pas seulement des lieux à observer. Elles doivent façonner la manière dont l'Église écoute, répond et va de l'avant. Il s'agit d'un espace d'écoute pour la conversation, pas pour des conclusions, pour un courage partagé et pas pour des réponses faciles. Alors, quelques indications avant de commencer. Si vous avez besoin d'interprétation, l'interprétation est disponible en espagnol, en italien, en français ou en portugais. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton d'interprétation en bas de votre écran. Ens- Ensuite, ce webinaire est enregistré et diffusé en direct sur YouTube. Vous pourrez regarder l'enregistrement sur la chaîne de la plateforme d'action Laudato Si. Vous trouverez également les diapositives et les informations sur les intervenants. Et pour conclure, pour nous aider à créer un sentiment de communauté, nous vous invitons à faire en sorte que vos commentaires soient positifs et respectueux. Pour recevoir nos règles de l'étiquette que vous avez acceptées lors de votre inscription, vous pouvez trouver le lien dans le chat. Et si vous avez des questions à poser pendant le webinaire, veuillez les poser à travers le bouton questions-réponses. Toute question posée dans le chat risque d'être perdue, donc utilisez le bouton questions-réponses. Alors, un bref aperçu. Nous aurons un message de la sœur Alessandra Smerili après quelques nouvelles de l'équipe de la plateforme d'action Laudato Si. Nous entrerons dans le vif du sujet.
Nous aurons trois courtes présentations. Vous entendrez parler de la résilience, l'action à partir des marges, la dignité du travail, comme voie de conversion écologique, et ensuite les réalités des déplacements liés au climat. Alors, pour commencer, nous avons l'honneur de partager un message de sœur Alessandra Smerili, secrétaire du Dicaster pour la promotion du développement humain intégral. Elle est économiste et religieuse. Son travail fait le lien entre foi, justice économique et coopération mondiale. Elle apporte une riche expérience académique et pratique, ayant été professeur, chercheur, conseiller d'État au Vatican et leader de la réponse de l'Église à la pandémie du COVID-19. Ses recherches portent sur la coopération, l'éthique et les organisations fondées sur les valeurs, des thèmes profondément alignés sur l'esprit de Laudato Si. 2025 est une année de jubilé, une année d'espoir, célébrée par l'Église catholique et toute personne religieuse et de bonne foi dans le monde. C'est également le 10e anniversaire de l'encyclique Laudato Si du pape François et le 800e anniversaire du Cantique des créatures de Saint François d'Assise. Nous commençons cette année en nous penchant sur la dignité de toute personne et sur le respect de la création qui est un don de Dieu, que le Saint-Père nous encourage à défendre dans sa lettre introductrice de l'année jubilée. Puis puisse l'espoir remplir votre cœur. Il y reconnaît le lien entre le respect pour la vie humaine et la dignité humaine, de la conception à la mort, et ainsi que le respect pour la création divine, et ça se trouve au cœur de l'écologie divine. Et à la lumière de cet enseignement de Pape François, le dicaster pour la promotion du développement humain intégral reconnaît la ressource précieuse qu'est la plateforme d'action Laudato Si. Elle aide les institutions d'inspiration catholique et d'autres institutions, ainsi que les familles et les individus, dans leurs efforts et leurs initiatives à agir de manière définitive pour la promotion de l'écologie intégrale. Nous sommes reconnaissants envers ceux qui se sont enregistrés sur la plateforme. C'est un signe fort de votre respect profond de la personne humaine et de la création divine. Nous encourageons également les églises locales, les conférences épiscopales, les diocèses, les paroisses, ainsi que les ordres religieux, ainsi que les organisations d'inspiration catholique, ainsi que les mouvements ecclésiastiques, et toute personne de bonne volonté et personne religieuse à envisager de s'enregistrer dans la plateforme pour montrer leur engagement envers les principes, les valeurs, les enseignements et la pratique de l'écologie intégrale pendant cette année de jubilé et pour l'avenir. J'aimerais maintenant vous présenter Alonso de Yanes, qui est responsable du programme de la plateforme d'action Laudato Si. Il joue un rôle clé dans la coordination du développement mondial de la plateforme et il réunit les partenaires, guide l'orientation stratégique et soutient les nombreuses communautés et institutions qui mettent Laudato Si en œuvre dans le monde entier. Son expertise fait le lien entre l'énergie, la durabilité et la spiritualité. Doctorant en gestion, son approche interdisciplinaire favorise un changement significatif. Engagé dans l'avenir durable de l'Église catholique, Alonso est un catalyseur de transformation positive. Nous le sommes reconnaissants pour son leadership et pour l'esprit d'attention et de collaboration qu'il apporte à ce travail. Alonso, à vous la parole. Merci, Steven. Chers amis de la plateforme d'action Laudato aussi, nous vivons un moment décisif, un moment qui ne nous appelle pas à être spectateurs, mais à être des gardiens de la création. La plateforme d'action Laudato Si est plus qu'un outil ou un programme. C'est une réponse vivante à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres. C'est une invitation à la conversion écologique, une transformation profonde de notre mode de vie
de notre manière, de nos relations avec les autres et de la manière dont nous protégeons notre maison commune. L'écologie intégrale nous enseigne que tout est lié, que ce soit notre économie, nos modes de vie, nos vies spirituelles, le bien-être des générations futures. La conversion écologique n'est donc pas une option. Elle n'est pas facultative. C'est un impératif moral et spirituel et elle commence par une action, aussi petite et aussi simple soit-elle. Passer à l'énergie renouvelable, un repas partagé pour réduire le gaspillage alimentaire, un changement dans les pratiques bancaires, une prière pour la création, quoi que ce soit. Chaque action ancrée dans l'amour et la justice devient une graine d'espoir. Et aujourd'hui, lorsqu'on écoute ce thème de déplacement et de migration, et, et lorsqu'on écoute ce thème d'une quête pour des frontières plus justes, rappelons-nous de la clameur de la terre et la clameur des pauvres. L'écologie intégrale nous appelle à nous pencher sur la dignité humaine. Les familles sont affectées par les sécheresses et les industries extractives, minières. Dans votre action, penchez-vous sur la manière dont vous pouvez être solidaire des personnes qui sont affectées par la fragilité des communautés. Participer à la plateforme d'action Laudato Si n'est pas une question de perfection, c'est une question d'engagement. Il s'agit de cheminer ensemble, de faire cadrer nos valeurs avec nos décisions quotidiennes. Il s'agit de reconnaître le péché de l'indifférence écologique et de choisir à la place la voie de l'attention et de la responsabilité. Je vous invite donc à le faire en explorant les actions suggérées. Mettez à jour vos plans Laudato Si. Trouvez une chose, une seule, que votre communauté peut commencer ou améliorer. Et mettez-la en ligne, partagez-la et inspirez les autres. Parce que dans ce mouvement mondial, aucune action, je le répète, n'est trop petite et aucun cœur n'est trop insignifiant pour faire la différence. Ensemble, nous ne nous contentons pas de mettre en œuvre un programme, nous construisons un nouvel avenir. Merci. Merci Alonso et après l'invitation d'Alonso, j'aimerais maintenant vous faire part d'une annonce, des annonces passionnantes. Et comme vous le savez, vivre l'appel à la aussi peut parfois sembler insurmontable, surtout face à l'inaction écologique et sociale. Pourtant, le désir de faire quelque chose est bien vivant dans cette communauté. C'est pourquoi ces annonces et ces mises à jour visent à rendre l'action plus personnelle, plus pratique et, je l'espère, plus porteuse d'espoir. L'un des changements les plus importants est la refonte de notre site web, qui comprend désormais un tableau de bord plus intuitif et des moyens plus clairs de suivre vos progrès. Il propose également des suggestions d'actions personnalisées. Ainsi, vous pourrez, vous verrez des étapes claires et concrètes correspondant à vos objectifs et à votre contexte. Il ne s'agit pas d'une simple liste de contrôle, mais d'outils qui vous aideront à passer de la réflexion à l'action. Nous avons également lancé un nouveau programme de certificat pour les institutions qui permet à des groupes tels que les paroisses, des écoles, des diocèses d'être officiellement reconnus pour leur participation. C'est un moyen simple et annuel de marquer votre engagement et d'inspirer d'autres personnes. Nous savons que ces efforts demandent beaucoup de travail et d'amour, et ce certificat est une façon de vous remercier de prendre part à ce voyage. Toutes ces mises à jour sont là pour vous soutenir, que vous soyez en train de commencer ou que vous soyez déjà lancé dans le travail. Bien que la plateforme soit une initiative parrainée par le Vatican, c'est chacun d'entre vous qui est l'Église vivante, discernante et agissant avec soin pour notre maison commune. Je suis maintenant heureux de vous présenter nos deux intervenants. Tout d'abord, nous entendrons Paolo Foglicio, qui nous parle depuis Milan, où il est rédacteur à la revue jésuite et au groupe de réflexion Aggiornamenti Sociali. Paolo explore depuis des années la relation entre travail, dignité et justice, non seulement en théorie,
mais il aide également à façonner un véritable dialogue dans l'Église, en contribuant notamment en tant qu'expert au synode sur la synodalité. Son travail nous rappelle que ce n'est pas seulement une, que la dimension n'est pas qu'économique, mais qu'elle est relationnelle, spirituelle et essentielle à toute vision d'écologie intégrale. Je pense que sa perspective nous touchera beaucoup, beaucoup d'entre nous qui sont aux prises avec des questions de but et d'équité dans le monde que nous sommes en train de construire. Ensuite, nous entendons Hector Poveda qui nous rejoint d'Almeria en Espagne. Hector travaille avec la Commission internationale catholique pour l'immigration où il aide à amplifier la voix de la société civile dans les conversations mondiales sur la migration et le déplacement. Ce qui rend son travail convaincant, c'est l'optique qu'il adopte. Il étudie la façon dont les changements climatiques et la perte d'environnement remodèlent les vies, en particulier les communautés autochtones d'Amérique latine et du Pacifique. Ses recherches portent sur les pertes non économiques subies par les communautés déplacées par le climat, telles que l'identité, l'appartenance et la mémoire. Ces pertes sont difficiles à mesurer, mais profondément ressenties. Et j'ai vraiment hâte d'entendre Hector. Alors, pour la première présentation, nous allons donner la parole à Paolo. Merci Steven, j'espère que vous pouvez m'entendre. Bonsoir, bonjour à tous en fonction de où vous vous trouvez. Alors, j'aimerais commencer par rappeler que le contenu de cette présentation, c'est mon travail, un travail que je fais depuis longtemps, mais c'est également un processus de réflexion collective, de recherche et d'action, et à savoir le projet, le futur du travail après la date aussi, qui a débuté en 2016, moins d'un an après la publication de l'encyclique, et dans lequel Monseigneur Vitillo est impliqué depuis le tout début, ainsi que d'autres amis. Alors l'idée initiale était que la date aussi propose une manière différente de voir la réalité sur la base, basée sur la prise de conscience que tout est lié. Nous avons donc commencé à nous interroger sur la manière dont cette perspective différente change la manière dont nous envisageons ou dont nous percevons le travail et la main-d'œuvre. Et en ce sens, nous considérons notre initiative comme une tentative de conversion écologique de la notion de travail, c'est-à-dire une tentative de mettre en œuvre Laudato Si dans un domaine spécifique. La méthode que nous avons suivie était également une manière de pratiquer Laudato Si et son approche multiforme. Laudato Si affirme que les problèmes complexes doivent être considérés ou doivent être approchés à travers plusieurs approches et plusieurs points de vue. Ainsi, le projet a réuni un ensemble d'acteurs diversifiés, tant par leur localisation géographique sur tous les continents, que par leur type d'activité et leur forme institutionnelle. Ce projet a été, ont contribué à ce projet des associations de travailleurs, des syndicats, des employeurs, des départements universitaires, des centres de recherche et d'action sociale, des fondations, des ONG, des personnes impliquées dans les organisations internationales et bien d'autres. Nous reconnaissons que notre monde traverse de multiples crises, ou plutôt, comme le dit l'encyclique, une seule crise multidimensionnelle. Répondre à cette crise passe par une série de transformations ou de conversions. Notre analyse nous a conduit à mettre l'accent sur le fait que ce travail est au cœur à la fois des crises et les transformations qui peuvent conduire à une solution. D'une part, le monde du travail est affecté par les conséquences des crises et des transformations. Et d'autre part, il s'agit d'un agent de changement indispensable. Il ne saurait y avoir de transformation sans travail. La définition de travail que l'on trouve dans la date 625 nous a permis de mettre l'accent sur ce point. Et cette définition nous dit que toute activité, que le travail est toute activité
impliquant, est toute activité impliquant une modification de la réalité existante. Merci d'avoir partagé cela à l'écran. L'essence du travail est d'être une force de transformation. Le travail change et modifie les réalités. Et ceci est particulièrement clair dans le cas de la crise écologique. Désolé, je rencontre un problème avec ma présentation. Ceci est clair dans le cas de la crise écologique, car ce sont les travailleurs agricoles qui subissent les conséquences du changement climatique, tout comme les travailleurs des industries à forte intensité énergétique subiront les conséquences de la transition écologique. Désolé, j'ai des problèmes avec mes notes. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que le travail est une force de transformation. Mais d'un côté, le monde du travail est affecté par des conséquences de la transformation. Et c'est très clair dans le cas de la crise écologique, car d'un côté, nous avons les travailleurs agricoles qui sont particulièrement marginalisés et qui subissent les conséquences du changement climatique, tout comme les travailleurs des industries à forte intensité énergétique subissent les conséquences de la transition écologique, qui est en passant la réponse appropriée au changement climatique. Mais en même temps, et c'est ici que nous pouvons voir le travail en tant qu'agent de changement, la dégradation écologique est une conséquence du travail humain, car les industries polluantes nécessitent du travail et la transition écologique également. Il ne saurait y avoir de transition écologique sans travail humain. Ainsi, la relation entre travail et conversion écologique est en jeu sur les deux fronts. Alors, commençons par les emplois menacés. Si l'écologie intégrale est un paradigme de justice, alors il est évident que la transition écologique passe par la prise en charge du sort des travailleurs dont les emplois sont voués à disparaître. Par exemple, l'industrie des énergies fossiles. Ceci ne saurait être laissé pour compte, car ce serait une concession à la culture du gaspillage, ce qui est l'opposé de la conversion écologique. Les travailleurs et surtout les travailleurs marginalisés ne sauraient payer le prix de la transition écologique. Et donc, en conséquence, dans le cadre de cette transition écologique de notre société, ces travailleurs doivent être accompagnés dans le cadre d'une transition professionnelle. C'est une exigence de la justice sociale, mais aussi une question de cohérence avec l'approche de l'écologie intégrale qui nous demande d'écouter simultanément à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres et de trouver des solutions qui répondent à l'une et à l'autre. C'est ce qu'affirme l'encyclique au paragraphe 49, comme vous pouvez le voir à l'écran. Cette approche, j'aimerais le souligner, est une, cette approche est une difficulté radicale pour une autre approche répandue qui présente le travail et l'environnement comme des ennemis. Une approche qui veut nous convaincre que nous devons choisir l'un ou l'autre, que nous devons choisir le côté de l'environnement ou choisir le côté du travail. Mais ceci est une tromperie, car la terre et les pauvres sont victimes de la même dynamique d'injustice. Au contraire, la conversion
écologique nous exhorte à croire qu'il est possible de protéger les deux et à chercher les moyens de le faire, car c'est notre devoir. La conversion écologique et la dignité des travailleurs sont du même côté. Cette prise de conscience est au cœur de ce que Laudato Si dit au paragraphe numéro 139, si vous pouvez changer la diapositive. Alors, nous, nous avons besoin d'une approche intégrale de la lutte contre la pauvreté, la restauration de la dignité des personnes exclues, et ceci au même moment. Du côté du travail, comme étant un agent de transition, la conversion écologique nous incite à élargir notre notion du travail. Ce socle repose sur le paragraphe 125 de Laudato Si. C'est un paragraphe que nous avons déjà exploré. Le travail est une relation avec soi-même, avec les autres et avec le monde. Alors, tout d'abord, le travail est une opportunité de réalisation de soi et d'épanouissement personnel, avec également une valeur spirituelle. Donc, c'est ça la relation avec soi-même. Deuxièmement, le travail est un lieu où nous rencontrons d'autres personnes, celles avec qui nous travaillons et celles pour qui nous travaillons, c'est-à-dire celles qui bénéficieront des fruits de notre travail. Le travail a donc une signification sociale et permet de construire des réseaux qui s'étendent aujourd'hui à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, en tant qu'être humain, nous sommes avant tout unis par un réseau de travail. Enfin, le travail a un sens écologique. C'est par le travail que les hommes et les femmes entrent en contact avec l'environnement, le modifient, en tirent des ressources et, malheureusement, mettent en péril son équilibre. Si nous ne comprenons pas le travail comme étant une relation, nous ne pourrons pas en faire un instrument de développement humain et il continuera d'être notre ennemi. Nous continuerons d'être des esclaves du travail. Et ceci aura une conséquence importante. Car comme vous le savez, sans soin et sans attention, les relations deviennent toxiques. C'est pourquoi le travail doit intégrer la dimension euh, de l'attention et des soins. Et c'est ce que le pape François a proposé dans son message vidéo à la conférence internationale du travail en juin 2021. Malheureusement, j'ai mis la version italienne au lieu de la version anglaise. Mais vous pouvez trouver le texte anglais, je suppose le texte français, en ligne. Alors, ce que cela dit, en gros, c'est que si le travail est une relation, il doit inclure la dimension des soins, car aucune relation ne peut survivre sans soins et sans attention. Nous ne parlons pas ici uniquement euh, du, nous ne parlons pas uniquement du travail des soignants et de ceux qui travaillent dans l'industrie des soins, mais la pandémie nous rappelle son importance fondamentale que nous avons peut-être négligée. Les soins vont plus loin. Il s'agit d'une dimension, il doit être une dimension de tout travail, un travail qui ne se préoccupe pas des autres, qui détruit la création et qui met en danger la survie des générations futures, ne respecte pas la dignité du travail et ne peut être considéré comme digne. Au contraire, le travail qui se préoccupe des autres contribue à la restauration de la pleine dignité humaine et aidera à assurer un avenir durable aux générations futures. Là aussi, nous sommes confrontés à une révolution culturelle. Nous avons toujours été habitués à penser au travail dans le domaine de l'exploitation, exploitation des travailleurs et exploitation de l'environnement. Donc, la conversion écologique signifie changer notre notion du travail et concevoir le travail comme un instrument de, so- un instrument de soin et à le placer dans ce paradigme-là.
Cela nous amène à élargir notre définition du travail décent au-delà des normes actuelles définies au niveau international, qui doivent rester une pierre angulaire et continuer à progresser. Seul un travail dans le cadre duquel les personnes reçoivent l'attention dont ils ont besoin et en même temps offrent de l'attention peut être considéré comme digne. Et si cela n'est pas le cas, si le travail ne permet pas de se préoccuper des personnes et de l'environnement, alors il ne saurait être dignifié, même si toutes les conditions, salaire, durée de travail et, et syndicats ne seraient pas liés à cela. Et ce projet se focalise beaucoup sur la solidarité sociale et l'économie sociale, dans lequel plusieurs entreprises et des business locaux ciblent de manière directe la protection de la création et la protection par le travail. Ils essayent de construire et ils essayent de construire et de survivre en mettant plusieurs initiatives à cet effet. Et c'est ce que notre projet essaie de mettre en avant. Merci. Merci, Paolo, d'avoir mis en avant la dignité des travailleurs. C'est une réflexion perspicace qui nous rappelle que qui nous rappelle que l'avenir du travail doit être réimaginé au service de la dignité et de la justice écologique, en ancrant nos économies dans le respect des personnes et de la planète. Nous poursuivons avec un autre fil conducteur essentiel, celui des réalités vécues par les personnes les plus touchées par le changement climatique et les déplacements de population. Hector, nous sommes honorés d'entendre votre point de vue. Merci Steven, merci à Paolo d'avoir fait part de votre point de vue. Et merci à toute l'équipe et aux interprètes et à tous ceux qui ont permis de mettre en œuvre ce webinaire. Comme Steven a dit, je suis Hector Poveda, assistant politique et communication à la Commission internationale catholique pour l'immigration, CICM. CICM protège et sert les personnes, des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile et des personnes victimes de trafic sous la base de leur foi, de leur race, de leur ethnie et de leur nationalité. Depuis 2011, nous jouons un rôle crucial dans la migration. Nous facilitons la participation de la société civile à travers la commission d'action et plusieurs autres mécanismes. Et ICMC abrite également le projet Work After Laudato Si. Avant de parler des difficultés des déplacements climatiques, nous devons clarifier le langage que nous utilisons. Notre travail nous a appris que la manière dont nous décrivons notre mouvement ou tout mouvement est important. Cela façonne les cadres, les politiques et plusieurs contextes dans lesquels plusieurs personnes travaillent. Donc, avant de parler de lien entre migration et crise climatique, je vais essayer de définir ce que nous entendons par migration, déplacement et mobilité. Alors, pour commencer, la migration euh, désigne le déplacement des personnes à travers euh, des frontières, et cela par choix. Mais le déplacement, c'est le déplacement forcé des gens à travers à travers des frontières à la suite des conflits et d'autres crises. Et la mobilité désigne le fait pour
Et l'immobilité désigne le fait pour les communautés de ne pas pouvoir se déplacer malgré les menaces. Donc, lorsqu'on utilise les termes, donc on préfère utiliser dans le cadre de la crise climatique déplacement causé par la crise climatique plutôt que migration causée par le changement climatique. Car les gens ne se déplacent pas par choix, mais parce que leur environnement n'est plus habitable. Et reconnaître l'aspect de choix est important, car cela touche directement au droit, à la protection et aux politiques. Donc, j'aimerais vous faire part d'une présentation brève. Il s'agit d'une diapositive. Alors, selon le Centre des déplacements internes en 2024, 9,8 millions de déplacés internes, il y avait 9,8 millions de déplacés internes à cause des catastrophes dans 94 pays. Et dans la même année, 47,8 millions de personnes ont été obligées de se déplacer au sein des frontières de leur pays à cause des catastrophes dans 163 pays et territoires. Et parmi ces personnes, il y a des gens qui se sont déplacés 2 à 3 fois. Et c'est important de le rappeler, car le changement climatique cause généralement des cycles de déplacement qui conduit, qui poussent des gens à se déplacer plusieurs fois dans leur vie. Alors, au-delà des chiffres et des statistiques, comprendre les définitions des migrations, déplacement et de la mobilité est la première étape. Nous devons examiner le contexte, les contextes locaux de ces chiffres. Derrière chaque chiffre, il y a des gens. Si les déplacements sont forcés, nous devons comprendre pourquoi. Les gens ne se déplacent pas seulement à cause des tempêtes ou des petits événements. Certains événements causent les gens à abandonner ce qu'ils ont et à se déplacer. Alors, quels sont les facteurs clés qui causent ces déplacements? Premièrement, nous avons l'exposition. Je prends par exemple le cas où des maisons sont situées dans des zones à risque, des zones de catastrophe, et cela a un impact sur la communauté et cela dépend de la mobilité. Et cela désigne la susceptibilité des communautés à se déplacer. Cela a plusieurs facteurs. Nous avons le facteur économique, nous avons également le facteur localisation. La troisième composante, c'est la capacité. La capacité d'une communauté à réagir à une catastrophe et à s'y remettre. La capacité à se déplacer. Et cette troisième composante crée une intersectionnalité dont le changement climatique n'est plus isolé. Il converge avec les inégalités sociales et économiques. Le déplacement climatique affecte certaines communautés plus que d'autres. Et il est important de souligner que les déplacements sont causés par les dégradations environnementales, mais également par des vulnérabilités. Et ces vulnérabilités ne sont pas causées par ces populations elles-mêmes. Et l'histoire joue un grand rôle, mais ceci est une conversation pour un autre jour. On pourra en parler plus tard. Et lorsqu'on se penche sur le déplacement se, et qu'on se penche sur l'exposition et les capacités, on comprend que le cycle peut devenir vicieux. Catastrophe, déplacement. Et cela peut affecter les droits et la dignité des populations.
Et à travers notre travail, nous avons pu identifier plusieurs lacunes dans ce domaine. Nous avons identifié trois problèmes que j'aimerais souligner. Le premier problème, c'est que les systèmes de réfugiés et de demande d'asile ne prennent pas en compte les changements climatiques. Par exemple, l'article 1 de la Convention 951 n'inclut pas les catastrophes climatiques comme raison valable de demander asile. Aussi, nous avons la perception simplifiée, le fait que la perception du déplacement soit simplifiée affecte la manière dont on perçoit le déplacement climatique. Donc, euh, nous essayons de nous pencher sur les réponses internationales et le plaidoyer pour voir comment les communautés peuvent répondre au déplacement climatique. Alors, la première chose qui nous vient en tête, c'est que nous devons aller au-delà des mesures à court terme et nous lancer dans des mesures participatives menées par les populations, afin qu'elles puissent avoir des mesures pour s'adapter et pour se relocaliser comme elles, comme elles le jugent approprié. La résilience n'est pas seulement sur le plan technique, mais elle est également morale, comme le pape François nous le rappelle. Et la transition écologique doit être juste, et cela doit affecter la manière dont le financement climatique circule. On doit prioriser l'équité, la réparation pour les dommages climatiques et l'accès par les populations de base au financement. Sans redistribution significative, la résilience re- reste inaccessible pour les populations marginalisées. Et pour conclure, euh, le juridique doit également se mettre à jour en ce qui concerne l'immigration climatique, c'est-à-dire créer des politiques, réglementer les systèmes de déplacement, de migration. Et cela nous demande également de- d'abandonner les discours de peur et passer au discours de protection et d'amour ainsi que de soins. Merci Steven, à vous la parole. Merci Hector pour votre présentation. Plusieurs personnes votre présentation qui a touché plusieurs personnes et nous voyons plusieurs réactions dans le chat. Nous allons maintenant passer aux questions-réponses et Paolo a demandé qu'on puisse l'accuser car il a dû prendre part à euh, une autre conférence, une autre webinaire. Et je vois des questions à votre endroit, Hector. Alors, nous avons des problèmes en Occident en ce qui concerne la réception des migrants. Alors, comment aborder la chose? Est-ce que vous avez des conseils pour ces pays qui essayent de recevoir ces migrants sur le plan, est-ce que vous avez des conseils sur le plan politique, juridique? Alors, merci pour cette question. Cette question est pertinente. En ce qui concerne la migration climatique, euh, je vais dire le déplacement climatique, plusieurs personnes se déplacent à l'intérieur de leur pays et ne vont pas loin de là où ils vivent. Alors, lorsque on examine le discours public,
on se rend compte que les gens croient que les gens traversent les frontières à cause du changement climatique, mais dans la réalité, les gens se déplacent à l'intérieur de leur pays et à la recherche de davantage de sécurité. Alors, je vais prendre un exemple, l'exemple de Fidji. Fidji a vécu des conséquences du changement climatique comme d'autres communautés autochtones dans les îles Pacifiques. Des pays où le niveau de la mer augmente et les plages disparaissent et la terre disparaît au fur et à mesure. Et donc, dans les Pacifiques, alors dans les Pacifiques, on voit des migrations au- au-delà des frontières, mais lorsqu'on extrapole à l'échelle mondiale, c'est généralement à l'intérieur des frontières. C'est pas pour dire que ça ne se produit pas, mais c'est à un degré moindre. Alors, en ce qui concerne la difficulté à recevoir des migrants à travers le monde, le cas des États-Unis nous vient à l'esprit car je me rappelle qu'il y a quelques années, quand, je me rappelle qu'il y a quelques années, l'idée qui circulait, c'était que, l'idée qui circulait, c'était que les gens se déplaçaient en grande quantité à travers des frontières et que cela allait faire s'effondrer le système. Oui, c'est vrai que des gens se déplacent, mais ce que nous comprenons, la manière dont nous comprenons ces déplacements change notre vision de la chose et notre conception de la chose. Et c'est pourquoi j'ai commencé mon intervention en précisant, en donnant certaines définitions. Car le langage que les décideurs politiques, les langages que les chargés de plaidoyer utilisent est important. Car nous devons traiter chaque âme, chaque être humain de manière avec dignité. Et, et cela doit éclairer ce que nous, en tant que membres de la société, nous devons faire. J'espère que ça répond à cette question. Alors vous avez parlé de la manière de communiquer avec les décideurs politiques, mais nous avons également des questions sur la manière de communiquer avec le clergé, les évêques, etc. Est-ce que vous avez une réponse? Alors les organisations de la vie religieuse, le clergé et les évêques jouent un rôle très important. Et je suis colombien et je pense par exemple aux organisations d'inspiration religieuse et autres groupes religieux qui travaillent pour le bien-être des migrants. Plusieurs choses, ils font, ces organisations font plusieurs choses magnifiques pour, et tout ce que nous faisons, au cœur de tout ce que nous faisons, nous avons la dignité de l'autre. Et donc, travailler avec les organisations de la vie religieuse va permettre de changer la perception que les gens ont des migrants, des déplacés climatiques. Ce- Selon notre compréhension, travailler ensemble, développer la solidarité, euh, n'a pas de prix. Et ce que je trouve inspirant dans ce domaine, c'est l'intersectionnalité. À à CIMC, nous privilégions la valeur de la dignité humaine. Nous croyons que tout le monde a le droit d'être respecté. Nous devons respecter tout le monde et tout le monde a le droit d'être dans un environnement sûr.
Donc, les organisations catholiques et les organisations d'inspiration religieuse sont des alliés clés euh, si nous voulons lutter, sont des alliés clés pour lutter contre cette notion, cette perception négative du déplacement climatique. Et, et je pense que cela va nous permettre d'aller où nous voulons aller. J'espère que ça répond à cette question. Euh, merci. Je vous remercie d'avoir souligné le rôle des églises et des groupes d'inspiration religieuse dans ce travail. Et je pense que ça parle à beaucoup de personnes dans ce chat. Alors, avant de conclure, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui, aux quatre coins du monde, et un grand merci aux interprètes et à l'équipe technique qui ont rendu ce rassemblement possible en coulisses. Avant de partir, nous voulons vous présenter deux moyens simples mais puissants de passer à l'action dès aujourd'hui. Bien évidemment, si vous n'êtes pas encore inscrit sur la plateforme, c'est le moment de le faire. Le site web mis à jour est conçu pour vous accompagner avec des outils et pour vous inspirer. Visitez donc Laudato Si actionplatform.org. Et si vous êtes déjà inscrit, nous vous invitons à faire deux choses. Téléchargez votre réflexion, votre plan, mettez en ligne votre réflexion, votre plan d'action Laudato Si, même s'il s'agit d'une ébauche. Le simple fait de mettre des mots sur votre engagement peut constituer un premier pas. Vous pouvez choisir une action suggérée que vous pouvez entreprendre au cours du mois. Il n'est pas, Elle ne doit pas nécessairement être importante. Ce qui compte, c'est de commencer et de montrer aux autres que c'est possible. Et si la conversation d'aujourd'hui vous a rappelé une histoire, une expérience ou même une question que vous vous posez, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à l'adresse info@laudatosiactionplatform.org qui s'affiche dans le chat. Et vous pouvez également nous taguer sur les réseaux sociaux. Ce travail n'est pas une question d'information, c'est une question de transformation. Et cela commence par un petit pas fait au sein de la communauté. Et sachant cela, ma prière, c'est de continuer à avancer ensemble. Merci à tous.